Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Avez-vous déjà entendu parler du Buddha Blue ? Eh bien, 4% des adolescents de moins de 17 ans auraient déjà essayé cette drogue de synthèse qui serait beaucoup plus dangereuse que le cannabis. Alors, comment protéger nos jeunes de ces nouvelles substances chimiques ? Eh bien, on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Plus puissantes et moins coûteuses, les drogues de synthèse inquiètent aujourd'hui la communauté médicale en raison de leurs effets imprévisibles et souvent dramatiques pour la santé. Chaque année, une cinquantaine de nouvelles molécules apparaissent sur le marché européen, séduisant des consommateurs de plus en plus jeunes. Marie-Anne Rombaldi, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de la Fédération Addiction. Oui. C'est un réseau d'associations et de professionnels de l'addictologie qui a pour objectif de lutter contre la stigmatisation des personnes concernées par les addictions et de construire avec elles des réponses adaptées à leurs besoins. Et on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Professeur Amine Benyamina, bonjour. Bonjour. Merci de revenir nous voir régulièrement sur le plateau de La Santé d'abord. Je rappelle que vous êtes spécialiste en addictologie et chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse, président également de la Fédération française d'addictologie. Alors, nous sommes allés interroger les Français sur le sujet. Connaissent-ils ces drogues de synthèse et leurs risques pour la santé ? C'est un reportage de Damien Desmier. Une drogue de synthèse, C'est une drogue qui a été synthétisée chimiquement. des exemples, je dirais des drogues dures, quoi, comme cocaïne, ecstasy. Maintenant, tu as plein de nouveaux trucs, genre du fentanyl, de la spice, de la Buddha Blue, des nouveaux trucs un peu, genre même la K2. Alors, les drogues de synthèse sont composées... D'éléments chimiques, j'imagine, mais je ne sais pas lesquels. Vu que c'est aussi chimique, des fois c'est de plus en plus dur. Et pour la loi, c'est un peu dur de cerner ces nouvelles molécules en quelque sorte. Ça ne te permet pas de te développer psychologiquement. je sais pas, moi j'ai dit que c'était plutôt un effet, du coup, hilarisant. Enfin, hilarant, les effets. Ça peut être sujet à des addictions assez graves et notamment pour les femmes enceintes aussi, ça peut être assez dangereux. Des troubles cardiaques, des troubles, je sais pas, de diabète, du foie, des choses comme ça. Je pense qu'il y a des risques immédiats quand on consomme et qu'on n'est pas dans son état naturel si on conduit. En stratégie de sensibilisation, peut-être dans les lycées, en parler. Via les réseaux sociaux parce qu'on est tout le temps connecté. Je pense qu'il y a plein de personnes et notamment plein de jeunes qui prennent des choses en fait sans savoir d'où ça vient, de quoi c'est composé et qui savent même pas vraiment. Et le fait qu'il y ait des stands aussi sur les fêtes par exemple, directement. Bon, ces drogues de synthèse, c'est quand même pas très clair pour tout le monde. Donc ça tombe bien, hein, on va rappeler ce que c'est exactement. Alors parmi les plus connus, il y a bien sûr l'ecstasy, MDMA, mais il y en a beaucoup d'autres. À ce jour, près de 900 substances auraient été identifiées. Alors parlons d'abord de la famille des catinones, qu'on appelle aussi sel de bain. C'est un joli nom, mais qui cache quand même une substance potentiellement très dangereuse et qui sont plutôt des stimulants, Alors, Amine. Tout a été dit dans ce reportage. Je pense que pour que les téléspectateurs y voient clair, les drogues de synthèse, comme son nom le dit, ce sont des drogues qui sont le contraire des drogues naturelles, mais qui ont une fonction, c'est de mimer ces drogues naturelles. On les appelle aussi, alors c'est important de le dire parce que après l'émission, les gens vont aller sur un site Google ou chercher les nouveaux produits de synthèse qu'on appelle les NPS. Pourquoi on parle de synthèse ? Parce qu'on les synthétise dans des laboratoires clandestins pour la plupart d'entre eux, et elles ont pour fonction de mimer les drogues naturelles qu'on connaît, comme le cannabis, comme la cocaïne. Qui, eux, sont issus de plantes, le cannabis, et qui sont évidemment de la culture naturelle, on s'entend bien, et qui ont des effets. Alors, pour ne pas se mélanger un peu dans son esprit, il y a globalement deux grands pôles, les pôles psychosédatifs et psychostimulants. Mais entre les deux, peut avoir des profils assez particuliers. Qui vont avoir les deux, qui peuvent avoir les deux effets. On peut avoir les deux en fonction de Alors, par exemple, dans ceux qui sont vraiment identifiés comme des psychostimulants,
c'est l'amphétamine, le MDMA. Il y a aussi le 4-MMC. On en a parlé récemment dans l'actualité avec ce député LFI qui a été pris en flagrant délit d'achat. Il y a aussi le Flakka. Qui est une autre catinone qui a été associée à des comportements erratiques, violents, qu'on appelle la drogue du zombie. Et à l'inverse, les cannabinoïdes de synthèse qui vont avoir un effet plutôt hallucinogène, c'est quoi? J'en parlais tout à l'heure, le Buddha Blue, par exemple. C'est-à-dire que vous avez comme base, on pourrait appeler ça un booster, comme base de construction ou de fabrication de produits, les dérivés ou bien ce qui pourra rappeler le cannabis, les cannabinoïdes. Mais ça va être beaucoup plus puissant. Alors, c'est beaucoup plus puissant parce que le titrage, le tétrahydrocannabinol, va au-delà de 30%, alors que ce que consomment les jeunes ou les moins jeunes dans le joint, ça tourne entre 13 et 15% de tétrahydrocannabinol. Comme c'est chimique de synthèse, on peut faire ce qu'on veut, quoi, en fait. Clairement. Par contre, ça a des conséquences c'est ce qu'on va voir après. Le GHB, la fameuse drogue du violeur, ça, c'est quoi? Marie, c'est classé dans les catinones, les psychostimulants, les hallucinogènes. Ce n'est pas classé dans les catinones, c'est une drogue, ça peut rentrer dans les drogues de synthèse. En fait, ce sont des produits qui sont détournés de leurs usages et, comme l'a dit Amine, avec un effet de mimer quelque chose déjà existant. Et donc le GHB, GBL, on dit souvent que ça mime les effets de l'alcool en les décuplant. Donc en fait, avec de la désinhibition, un effet euphorisant, comme ça a été dit dans le reportage. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que ces drogues de synthèse, elles peuvent s'acheter en elles-mêmes, mais on peut aussi les trouver coupées à des drogues déjà existantes sans que les personnes ne le sachent. On l'avait vu avec, par exemple, de l'héroïne coupée aux cannabinoïdes de synthèse. Et donc là, il y a des effets encore plus dangereux que pour d'autres produits. Ça peut être coupé avec des drogues, on va dire, traditionnelles, mais bon, l'héroïne, on connaît tous effectivement sa dangerosité, surtout en termes de dépendance. La kétamine, ça, c'est des drogues dites dissociatives, parce que ça affecte fortement la perception du monde extérieur et avec cette sensation de sortir de son corps. Et là c'est effectivement également très avant que ça ne devienne, entre guillemets, une drogue, c'est un produit qui est utilisé en anesthésiologie. Donc c'est des produits qui sont détournés. C'est avec ça qu'on fait la prémédication. Et d'ailleurs, ça a un effet particulièrement intéressant qui est utilisé en thérapeutique. On s'est rendu compte, en endormant certains patients, on avait amélioré leur humeur et c'est la raison pour laquelle la kétamine est utilisée en cure pour les états dépressifs gravissimes. Donc comme quoi. Et puis un mot peut-être aussi sur le fentanyl. Le fentanyl qui est à l'origine, pareil, un analgésique extrêmement puissant, qui est 100 fois plus puissant que la morphine. Et en moyenne aux États-Unis, j'ai vu ce chiffre que j'ai trouvé vraiment incroyable, une personne meurt aux USA d'une overdose au fentanyl toutes les 7 minutes. Oui, parce que le fentanyl n'était pas destiné à l'utilisation chez les humains au départ. C'est pareil, c'est un analgésique. analgésique. C'est pas une drogue, encore une fois, c'est un analgésique très puissant, utilisé d'abord en médecine vétérinaire et puis qui a été détourné et qui a été mis sur le marché pour la médecine humaine à force de publicité portée par une industrie pharmaceutique sans limite aux États-Unis, qui a d'ailleurs été condamnée et qui évidemment a fait des morts parce que sans lien, sans notice d'utilisation. Mais est-ce qu'on sait combien de décès en France sont imputables à ces drogues de synthèse? J'imagine que c'est difficile à évaluer, sachant que ces drogues ne sont pas toujours détectables dans le sang. C'est difficile à évaluer et on a des enquêtes qui sont faites en France. On peut citer l'enquête DRAM, qui est une enquête qui répertorie les décès par overdose. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faudrait autopsier chaque personne qui est décédée pour savoir exactement d'où vient la cause. Si les produits ont été coupés. Voilà. Et puis finalement, c'est très important de connaître le nombre de décès, c'est sûr, mais un décès, c'est déjà un décès de trop. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de prévenir, et notamment par rapport au fentanyl, de faire en sorte qu'on n'arrive pas à la situation d'Amérique du Nord, États-Unis et Canada. Et je voulais juste revenir rapidement sur ce qu'a dit Amine, parce que c'est très important, sur les motivations. Et en fait, pourquoi les personnes prennent des drogues? En fait, c'est pas pour se détruire ou pour faire n'importe quoi. Au départ, il y a
une vraie raison. Et c'est soit pour se faire plaisir dans un contexte festif, un usage améliorer l'humeur, ou soigner et soulager des douleurs. Et c'est vrai que l'usage du fentanyl et les crises des surdoses en Amérique du Nord, au départ, c'est venu de la prise de médicaments légaux, l'Oxycontin au Canada, l'Oxycodone aux États-Unis, et qui a créé une dépendance. Et ensuite, c'est arrivé le fentanyl. Et aujourd'hui, même le fentanyl est coupé à d'autres substances. Et c'est une véritable catastrophe parce qu'il n'y a pas de prise en charge globale de ce problème. Et c'est vrai que je le disais tout à l'heure, ces drogues attirent particulièrement les jeunes qui, eux, n'ont pas forcément à la base des maladies avec des douleurs, donc ils ne vont pas forcément aller vers ce genre de produits. 3,8% des jeunes de 17 ans auraient déjà expérimenté une drogue de synthèse. Comment expliquer cet engouement? C'est à cet âge, on a envie d'expérimenter des nouvelles sensations. C'est vrai que l'adolescence, c'est une période où on aime prendre des risques, etc. Et c'est parce Quelles sont les raisons? La consommation des nouvelles drogues, c'est les nouvelles tendances. Et les jeunes sont à l'origine de ces nouvelles tendances. Parce qu'une drogue, elle est symboliquement portée par un mouvement culturel, par un mouvement même contre-culturel. Ce sont des tendances et qui arrivent très vite et qui ne sont pas le fait du hasard. Ce sont des tendances qui sont aussi poussées par les trafiquants. On market les choses. On a des influenceurs. Oui, je le disais tout à l'heure, elles ont des noms assez attrayants comme celle de bain, etc. Qui nous font penser que ces drogues sont complètement inoffensives. Le sel de bain, aussi, il y a un effet aussi. Ce sont des produits qui viennent le plus souvent d'Asie et ils peuvent arriver par la poste. Et lorsque vous mettez sel de bain, c'est plus facile de l'expédier que si vous mettez fentanyl. Évidemment, il y a ça aussi. Oui, bien sûr. Et puis, il y a l'effet marketing. Ils ne sont pas coincés à la douane, forcément. Il y a le packaging aussi. Et le fait qu'on puisse être livré par la poste, c'est vraiment important. Et notamment pour les jeunes, où quand on doit acheter une drogue, sortir, aller voir un dealer, ça peut être assez compliqué. Quand on clique sur Internet et qu'on se fait livrer chez soi, ça simplifie, c'est extrêmement accessible. Que pour se procurer ces drogues de synthèse, c'est très simple. C'est très très simple. Oui. C'est un clic sur Internet. Il y a des sites, mais il y a des sites spécialisés qui il faut les connaître, j'imagine. Ils sont pas. Les sites sont spécialisés, pas vraiment. Ce sont essentiellement des réseaux sociaux maintenant. Oui, que tout le monde connaît. Il y a les réseaux sociaux. Vous avez Snapchat, vous avez TikTok, Instagram, un peu moins. On peut vous proposer d'acheter ces drogues de synthèse. Oui, alors bien sûr, il y a une vitrine du commerce avec des propositions. Il y a même des périodes de soldes pour acheter des drogues. On est sur ce type. Voilà, complètement. Donc, les points de deal sur Internet sont 1000 fois plus importants et plus présents que les points de deal physiques. Et ces jeunes, donc des drogues qui sont plus facilement accessibles, moins chères aussi, moins coûteuses aussi, elles sont beaucoup moins chères. C'est le principe du volume. Ouais. Et ce qui peut aussi séduire les consommateurs, c'est que la composition de ces produits est sans cesse renouvelée pour contourner la législation. Donc beaucoup de ces substances apparaissent sous des nouvelles formules chimiques qui n'ont pas encore été classifiées comme illégales. Complètement. Alors il faut avoir en tête une chose, c'est qu'on a plus ou moins globalement, quand on voit les données de l'OFDT, baissé la consommation, toute drogue. Le cannabis, l'alcool, tout en a baissé. En revanche, même si les drogues naturelles, dites naturelles, sont toujours très consommées, les drogues de synthèse, telles qu'on les a citées depuis tout à l'heure, ont explosé, même si en proportion, c'est moins important que les drogues naturelles. Donc, c'est une tendance qui est importante. Et ce qui est important aussi d'ajouter sur les drogues de synthèse, c'est qu'au départ, elles étaient utilisées dans des milieux vraiment particuliers, notamment les drogues comme les catinones ou le GHB-GBL, dans des contextes sexuels, en particulier le chemsex, donc des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, dans le milieu gay, on va dire, un petit milieu qui pratiquait le chemsex, parce que tous les hommes gays ne pratiquent pas le chemsex. Et on voit maintenant que ces drogues sont utilisées de manière plus large, se diffusent dans un contexte sexuel, avec une recherche de la performance, des jeunes qui rentrent dans la sexualité par la pornographie et qui ont vraiment ce culte de l'hyper-performance et cette pression sociale d'assurer. Et d'où le recours à ces drogues. D'où le recours à ces drogues, oui. Dans tous les cas, c'est vrai qu'il y a un manque d'informations claires sur la dangerosité de ces drogues de synthèse. Moi-même, vous m'apprenez beaucoup de choses. D'où l'idée de faire cette émission avec vous et de rappeler Alors, peut-être juste un point sur ce point sur la santé. prévention. Lorsque ces drogues étaient consommées il y a une vingtaine d'années, en gros, par des milieux gays, notamment en Angleterre, qui sont venus, c'est une consommation qui était sécure parce que les gens connaissaient les effets. Donc, on a diffusé
la tendance, mais on n'a pas diffusé la prévention. Donc la prévention se faisait par les consommateurs eux-mêmes. Oui. Ce n'est pas le cas maintenant, parce que maintenant, on les retrouve dans les boîtes de nuit, on les retrouve. Bien sûr. Alors, on a parlé des effets psychologiques, hallucinations, dissociation, hyperstimulation, mais quels sont les effets physiques de ces drogues de synthèse sur notre organisme et qui peuvent conduire malheureusement à des décès, hein? Alors, on a globalement, la plupart, tout dépend des profils, mais on retrouve toujours les mêmes choses. On a des effets aigus avec des risques cardiovasculaires, notamment sur la surdose, et qui n'est pas l'overdose. L'overdose, c'est très précis. L'overdose est en lien avec les opiacés. La surdose, vous pouvez avoir un emballement cardiaque, des crises d'épilepsie, on peut avoir des choses de cette nature. On peut avoir aussi des effets des drogues qui peuvent vous amener à vous mettre en danger. C'est-à-dire que vous êtes sur le plan psychologique et vous êtes peut-être halluciné, délirant, ou vous mettez les autres en danger aussi. Vous pouvez vous mettre vous-même et les autres en danger. Donc globalement, on a des crises d'épilepsie, des problématiques neurologiques, on peut avoir des problèmes cardiovasculaires, on ne va pas tous les citer, mais globalement, on peut avoir ça. Ensuite, on a des variations, des déclinaisons en fonction des produits eux-mêmes. Hein. Alors, on le disait, c'est vrai que la composition chimique de ces drogues est souvent inconnue et peut varier considérablement. On ne sait pas toujours quels sont les produits qui ont pu être rajoutés. Et il existe justement des laboratoires comme le CEID Addiction de Bordeaux qui proposent d'analyser la composition chimique de ces drogues. Regardez. Donc Marie, vous connaissez ce laboratoire ? Oui, le CEID Addiction est un de nos adhérents historiques, donc possède un laboratoire. Il y a plusieurs associations et ou hôpitaux qui ont des laboratoires en France. Ce qui est important de dire, c'est que l'analyse de drogue, elle est prévue par la loi. C'est une mesure de réduction des risques et elle permet d'analyser le contenu du produit. Alors bien évidemment, il n'existe pas de risque zéro, donc il vaut mieux ne pas prendre le produit que le prendre d'un point de vue de sa santé. Mais si la personne adulte responsable fait le choix de prendre son produit, il en connaît la composition. Et donc, il peut savoir si le produit est coupé, quelle est sa teneur, quelle est sa pureté. Et surtout, il est aussi en face de professionnels de santé qui vont lui donner des conseils. Des informations, des conseils et surtout lui parler des conséquences à long terme. Alors justement, quelles peuvent être les conséquences à long terme de ces drogues de synthèse ? On a tendance à penser et à dire que les drogues de synthèse n'entraînent pas de dépendance. Ce qui est faux, parce que vous parliez tout à l'heure des cannabinoïdes de synthèse, oui, ça entraîne des risques de dépendance psychologique avec une sensation de craving. Et puis, moi, j'ai eu l'occasion, dans un cadre très précis, de prendre en charge des consommateurs de produits dans une activité de chemsex à la faveur d'un risque médico-légal. Ils ont beaucoup de difficultés ensuite à pratiquer, à avoir une relation amoureuse ou sexuelle sans la consommation des produits. Donc, c'est vrai qu'ils sont réputés ne pas entraîner de dépendance. Tout ce qui est stimulant, on pense qu'il n'y a pas de risque de syndrome de sevrage physique. C'est faux. Hein. Par exemple, si on prend, on n'en a pas parlé, mais on peut en dire un mot, le protoxyde d'azote, qui n'est pas vraiment une drogue, c'est un gaz utilisé en anesthésiologie et dans l'industrie. On voit des cartouches derrière vous. Au départ, il y a quelques années, se sont retrouvés, c'était des risques
des brûlures, d'insensation. Maintenant, on a une génération de jeunes qui ont des problématiques neurologiques graves, avec des paresthésies, parfois même des hémiplégies. Donc, on a une atteinte neurologique extrêmement grave. Voilà, des conséquences à long terme. Alors justement, comment vous prenez en charge ces addictions aux drogues de synthèse? Est-ce que c'est la même prise en charge que pour les drogues classiques ou... Il y a un cadre dans lequel on prend. C'est plus compliqué. Le cadre, il est simple. Il n'y a pas de médicaments qui traitent la dépendance. Il y a des médicaments qui peuvent avoir un effet sur le craving. C'est le craving, peut-être qu'on rappelle ce que c'est. L'envie irrépressible de consommer, qui est une instance un peu obsédante dans son esprit, avec un substratum neurobiologique. C'est ce qu'on appelle l'envie irrésistible de consommer. Mais la règle, pour toutes les addictions, sont assez simples. C'est un travail de motivation. Il faut amener les gens à comprendre, à se poser la question sur leur consommation et à changer pour pouvoir entrer dans une dynamique de changement. Il y a des thérapeutiques symptomatiques essentiellement. On traite les comorbidités psychiatriques anxieuses. On peut travailler pour certains, comme l'alcool, on a des addictolytiques avec des effets assez faibles, il faut le reconnaître. Et puis surtout, il y a une prise en charge psychologique, notamment la base qui est reconnue, validée, mesurée, ce sont les thérapies cognitives et comportementales. Ça, c'est extrêmement Vous en aviez déjà parlé. Ça, c'est la thérapeutique. En revanche, il y a la philosophie dans laquelle on peut amener les gens à changer, c'est la réduction des risques. C'est-à-dire se droguer sans se tuer, se droguer sans se léser, ni soi ni les autres. Et ça, c'est extrêmement important. Alors justement, en parlant de prise en charge, je vous propose de nous rendre de nouveau à Bordeaux, au centre CEID Addiction, qui accueille et accompagne des personnes présentant des problèmes liés à des conduites addictives. Regardez. Les nouveaux produits synthétiques, ça date plutôt du début des années 2010. En fait, on a eu une explosion de ce marché avec une diffusion facilitée, massive et très diversifiée de molécules qui sont arrivées sur le marché. On les observe essentiellement dans les espaces festifs où elles sont consommées, mais effectivement, on peut aussi les trouver parmi des personnes qui pratiquent le chemsex et qui vont en consommer pour performer dans un cadre sexuel. Le CEID Addiction, c'est une association qui est gestionnaire d'établissements de santé en addictologie. Les gens viennent consulter dans nos centres quand ils sentent qu'ils commencent à percevoir, seuls ou avec leur entourage, que les effets et ce qu'ils recherchent dépassent ces cadres de consommation initiale. Et que souvent, pour certains d'entre eux, il y a des questions de dépendance qui se posent. Nous sensibilisons les personnes à la composition du produit, à comment ce produit peut être consommé de manière plus safe et de manière plus sécure. Mais également, ce qui est important pour nous, c'est qu'à travers notre action, il identifie des professionnels qui ne sont pas jugeants sur les personnes qui consomment des drogues. Et après, c'est de considérer qu'à tout moment de l'accompagnement, les personnes sont libres de choisir les objectifs thérapeutiques et qu'à tout moment, il peut y avoir des rechutes et des reconsommations, que ça fait partie du processus thérapeutique et donc il faut l'accepter en qualité de personne qui accompagne et non pas le considérer et le faire percevoir par l'autre comme étant une fragilité, une faiblesse. Voilà, donc des professionnels de santé qui ne sont pas jugeants, mais qui sont là pour accompagner ces patients. Vous, Marie, avec votre association Fédération Addiction, vous accompagnez des établissements de santé et des services de santé, près de 850, mais aussi à titre individuel, des médecins, des pharmaciens, des psychologues. Concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez ? Alors, on leur propose des formations, on leur propose des guides, des journées d'études, des colloques, avec toujours le principe de formation par les pairs, acculturation par les pairs, et ce qui est notre philosophie, puisque on essaye toujours d'associer les personnes concernées, qu'il s'agisse des professionnels, mais également des personnes utilisatrices de drogue et des personnes qui fréquentent les services. Donc c'est vraiment important pour nous d'associer aussi les consommateurs parce que c'est souvent eux qui nous apprennent beaucoup de choses aussi sur les produits et voilà, avec l'idée d'avoir égalité de savoir entre le soignant, le professionnel de santé et la personne concernée. Donc la prévention, ça passe par la formation des soignants. Et Amine, pour vous, quelle serait la clé pour justement réussir à lutter contre ces drogues de synthèse? Comment en prévention, qu'est-ce qu'on pourrait faire? D'abord, informer sur les dangers et les risques. Donc plus de campagnes de sensibilisation. Non, et surtout adapter le discours auprès des populations qui sont concernées. Les jeunes sont extrêmement concernés. Et puis harmoniser aussi la loi. On est dans un pays dans lequel on est parmi en Europe, en France, on est quand même très en retard sur le cadre légal
qui est ultra répressif et on voit parfaitement, et puis qui cible aussi les consommateurs de plus en plus, ce qui est quand même quelque chose d'assez étonnant, alors que sur le plan de la répression policière, on voit bien que ça a ses limites. Je pense qu'il y a des éléments de cette nature qu'il faut avoir en tête. Hein. Voilà, après, il y a des initiatives locales, comme on vient de le voir là dans la Creuse, avec une campagne de communication plutôt originale. Et peut-être ton crâne. Un dernier mot pour compléter ce qu'a dit Amine sur les campagnes de prévention ciblées, non jugeantes et non stigmatisantes, parce que c'est important de le redire, la répression, la culpabilisation, d'un point de vue de la santé, ça ne fonctionne pas. Un grand merci à tous les deux. Merci Amine, je rappelle que vous êtes aussi président d'Addict Aid, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Donc merci, c'était passionnant. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse une deuxième émission là-dessus, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Hein. Donc à retenir, les drogues de synthèse sont dangereuses parce qu'on ne connaît pas leur composition souvent, et parce que leurs effets sont imprévisibles, et parce que les risques d'overdose sont plus fréquents, parce qu'elles sont aussi facilement plus accessibles et moins chères, donc elles vont attirer plus souvent les jeunes. Et la clé, vous l'avez dit, c'est l'éducation, la sensibilisation, qui sont essentielles pour protéger nos jeunes. Un grand merci à tous les deux. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.